Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Patrick Achi lance les travaux d'extension et de réhabilitation de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il avait à ses côtés le ministre français de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Avec ce projet d'extension, le nombre de passagers devrait plus que doubler. Il passera de 2,3 millions à 5 millions d'ici à 2025. La coopération ivoiro-française porte ses fruits dans divers domaines. Les deux pays ont signé 5 accords à l'occasion de la visite du ministre français de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire. Il s'agit d'accords de financement du projet de construction du métro d'Abidjan. Et la police nationale concrétise sa volonté de rapprochement des populations. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité vient de lancer l'unité police recours. C'est un démembrement de la BAC, Brigade Anticriminalité. Cette unité va apporter une assistance immédiate et rapide aux personnes en détresse. Et le dossier EcoPlus de ce 20h planche sur la lutte contre l'exportation illicite de l'anacarde dès les pays limitrophes. Comment stopper la fuite du cajou? Nous irons dans le district du Zanzan où ce phénomène est une réalité. Pour y mettre fin, les acteurs locaux se sont organisés avec le soutien des forces de sécurité. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Abidjan scintille de beauté. La capitale économique ivoirienne s'est parée de ses habits lumineux, annonçant ici la nouvelle année 2023. La première dame, Dominique Ouattara, entourée de plusieurs personnalités, vient de lancer l'illumination d'Abidjan sur l'avenue Jean-Paul II au plateau. Abidjan, ville lumière, amour, solidarité sont les maîtres mots de cette 11e édition. Abidjan, perle des lumières, brille désormais de 1000 feux et pendant près d'un mois durant, les Abidjanais auront le loisir d'admirer les luminaires qui ont envahi le quartier des affaires, Plateau. Et dans cette belle ambiance féerique, les travaux d'extension et de réhabilitation de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan démarrent. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé au lancement et c'était en présence du ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Avec ce projet d'extension, le nombre de passagers devrait plus que doubler. Il passera de 2,3 millions à 5 millions d'ici à 2025. Jean-Luc Bambo. Voici à quoi ressemblera l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny dans 3 ans. Une superficie totale qui passera de 30 000 m² à 55 000 m². Parking véhicule de 800 places à 2400 places. Des passerelles au contact et tapis bagages doublés. Les travaux de cet ambitieux projet d'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont été lancés en présence du Premier ministre Patrick Achi et augurent, selon ses concepteurs, un futur radieux pour le transport aérien ivoirien. La réalisation du projet d'extension et de modernisation de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny est une manifestation éclatante de l'œuvre d'édification d'un futur radieux pour notre pays conduit par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Cet aérogare sera connecté et donc équipé des dernières technologies biométriques dans un souci d'amélioration du parcours passager. Elle sera, à n'en point douter, le nouveau hub de l'Afrique de l'Ouest. Pour la Côte d'Ivoire, ce projet sera un vrai bijou et nous sommes très fiers d'y être associés. D'un coût de 330 milliards de francs CFA, ce projet d'extension, en plus de positionner Abidjan comme le cœur du transport aérien sous-régional, s'intègre dans la vision d'améliorer la mobilité dans la capitale économique. Le projet comprend donc la construction urgente de 2 aérogares lagunaires, sorte de terminaux avancés, l'un à Cocody et l'autre à Port-Boué, pour décongestionner le boulevard Giscard d'Estaing et l'aérogare principal de l'aéroport, donnant ainsi la possibilité aux voyageurs d'Abidjan Nord de remplir les formalités de voyage à Cocody et de traverser la lagune en bateau pour embarquement. Ce projet qualifié de stratégique est réalisé avec le soutien et la participation de la France, dont le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, a pris part au lancement des travaux. Ce projet traduit de façon concrète, évidente, aux yeux du reste du monde, la montée en puissance de la nation ivoirienne,
qui attire toujours plus de flux humains, de flux commerciaux, de flux financiers. Je suis donc certain que ce futur aéroport fera la fierté des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Je suis certain qu'il fera aussi la fierté de la France qui accompagne financièrement, techniquement, ce projet. Le projet de modernisation et d'extension de l'aéroport d'Abidjan traduit surtout la volonté d'accélérer la croissance ivoirienne qui passe par une meilleure ouverture sur l'extérieur. Aujourd'hui, nous posons une première pierre dans notre sol qui, bien vite, sera un nouvel envol. Et ce nouvel envol, ce ne sera pas simplement celui d'un nouvel aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ce sera aussi celui de la capitale économique dans laquelle il s'inscrit. Ce sera celui des territoires qui le relient, intérieurs, sous-régionaux ou continentaux. Ce sera aussi le symbole de l'attractivité et du rayonnement formidable de notre pays, gagné sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et grâce à l'engagement de tout un peuple. Construit dans les années 70, symbole du miracle ivoirien, l'aéroport d'Abidjan n'accueillait plus que 640 000 passagers en 2011. Aujourd'hui, il en accueille 2,2 millions et ce projet devrait porter ce nombre à 5 millions à la fin des travaux prévus pour le second semestre 2025. Voilà, et la coopération ivoiro-française porte ses fruits dans divers domaines. Les deux pays ont signé 5 accords à l'occasion de la visite du ministre français de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire. Il s'agit d'accords de financement du projet de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. On retrouve Jean-Luc Bambo. C'est sous le regard attentif du Premier ministre Patrick Achi que les 5 documents ont été signés par les différentes parties prenantes dans la réalisation de la ligne 1 du métro d'Abidjan. 5 accords dont les signatures viennent boucler le cycle de financement de ce projet qui a pour vocation d'améliorer la mobilité, la fluidité des trafics urbains et la qualité de vie des populations abidjanaises. La ligne 1 du métro va contribuer à améliorer la mobilité et la fluidité du trafic urbain dans le grand district d'Abidjan, en assurant le déplacement quotidien de plus de 500 000 passagers avec le passage d'un train toutes les 2 minutes, transportant plus de 21 000 passagers par heure dans les 2 sens entre Anyama et Port-Boué. Avec cette importante contribution financière, le financement du projet de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan est désormais couvert et totalement bouclé. Les différents signataires se sont réjouis de la qualité des relations de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire et dont le projet de métro est l'une des principales illustrations. C'est un lien entre 2 parties de la capitale ivoirienne, 37 km qui vont être reliés, mais c'est aussi un lien entre la nation française et la nation ivoirienne, entre le peuple ivoirien. Et je suis certain que dans des décennies, on se dira que nous avons marqué aujourd'hui de notre empreinte la force, la vitalité, la profondeur des relations d'amitié entre la France et la Côte d'Ivoire. Le ministre français a... La police nationale concrétise sa volonté de rapprochement des populations. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité vient de lancer justement l'unité police recours. C'est un démembrement de la BAC, Brigade anti-criminalité. Et cette unité va apporter une assistance immédiate et rapide à toute personne en détresse. Et bien, pour mieux accomplir sa mission de sécurisation, cette unité a reçu pas moins de 16 véhicules. Et ces véhicules ont été réceptionnés par la Direction générale de la police nationale, nous témoigne Walter Amadou Ouattara. La police nationale a une nouvelle unité. C'est la police recours avec ses véhicules de dernière génération bien équipés et dotés de kits médicaux. Ce kit est composé d'anti-inflammatoires, de perfuseurs, de glucosés, puisque nos policiers ont un brevet national de secourisme, donc ils pourront prendre en charge les patients ou les blessés dès les premiers instants avant l'arrivée des pompiers. Automobilistes et passants se disent émerveillés et davantage rassurés. C'est un effort quand même que le gouvernement a fait pour que la population soit en sécurité, aussi régulièrement, aussi facilement. Ça nous fait penser à la police américaine, la police italienne, que je connais bien, et la police anglaise également. Voir que notre police se modernise
C'est vraiment un plaisir pour nous et on souhaite que ça aille toujours dans ce sens. On a l'habitude de voir ça souvent dans les films. On sait que ça doit être des véhicules très sophistiqués. Quand on voit ça, on se sent en sécurité. Le directeur général de la police nationale voit en cette remise d'équipements d'intervention rapide une invite à mieux faire. Police recourt cette unité, à côté des autres forces de défense et de sécurité, aura pour mission la prévention, l'assistance et le secours. Je voudrais prendre l'engagement solennel que la police nationale jouera toujours sa partition dans la protection des personnes, des biens et des institutions de la République. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité procède au lancement de l'unité police recours. Le général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, profite pour instruire les éléments de la nouvelle unité à œuvrer pour relever le challenge à eux confié. Progressivement, nous allons étendre cette unité à l'intérieur du pays, afin qu'à terme, les 12 préfectures de police soient dotées de ces nouveaux équipements. Mesdames et messieurs, les équipements de type nouveau sont des équipements qui sont là pour que nous gagnions en efficacité. La configuration qu'on lui a donnée doit permettre à cette unité d'aller partout où il faut, de réagir au cas de tour et répondre à toutes les situations qui se présentent. Je vous fais confiance, vous êtes en mission et je sais que vous serez à la hauteur de cette belle mission qui vous est confiée. Au moins 16 véhicules sur 70 prévus sont aujourd'hui réceptionnés par la Direction générale de la police nationale. Voilà, et dans ce contexte de sécurisation, les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel se sont réunis aujourd'hui, mardi 20 décembre, pour examiner un projet d'avis relatif à l'incivisme et à la qualité de vie. Le projet recommande de renforcer les actions de sensibilisation et d'éducation au niveau national et ce projet a été adopté à l'unanimité. Nous explique Konaté Moussa. Élaborer un outil national de la qualité de vie, poursuivre les efforts d'amélioration de l'environnement, aussi accentuer la répression des actes d'incivisme. Ce sont entre autres recommandations du projet d'avis sur l'incivisme et la qualité de vie du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le bureau du CESEC, en nous mettant en mission, marquait la nécessité pour l'institution de se saisir de problématiques d'intérêt national, au demeurant déterminante dans la mise en œuvre efficace des politiques et programmes initiés par le gouvernement pour réussir le pari du développement durable. Le projet d'avis présenté à cette plénière par la Commission de l'environnement et du cadre de vie a été adopté. Je voudrais, mesdames et messieurs les conseillers, saluer donc la qualité du travail accompli. Je disais que c'est un beau rapport, le travail est tellement bon. J'adresse donc mes vives félicitations à la Commission permanente de l'environnement et de la qualité de vie. Le projet d'avis sur l'incivisme et la qualité de vie recommande également d'accorder un statut spécial légal aux forêts et sites sacrés, à l'image des forêts classées sous l'autorité de la chefferie traditionnelle. L'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, a effectué sa rentrée solennelle et c'était en présence de plusieurs personnalités, dont le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio. Cette rentrée des académiciens est marquée par l'admission du Tourou au palmarès de l'ASCAD. Et bien pour l'année 2022-2023, l'ASCAD entend mener des réflexions sur les défis actuels et la recherche ainsi que de l'enseignement supérieur. Nous explique Frédéric Koulaï, Didier Nguessan. Des mélodies de louange à la nation interprétées par la chorale annoncent l'entrée des académiciens de l'ASCAD. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines effectue ainsi sa rentrée solennelle pour la période 2022-2023. Une rentrée dont les défis sont la valorisation des patrimoines culturels, la recherche scientifique et l'enseignement supérieur. Il en est des connaissances comme des matières premières. Les intelligences et les capacités existent bel et bien au sein de notre société. Le problème, comment les transformer, les exploiter à des fins de développement.
Dans cette perspective, l'entrée en scène des académies africaines de sciences est une grande opportunité. Véritable levier de développement et d'innovation, la recherche et l'enseignement supérieur sont confrontés à d'énormes difficultés, dont la capacité d'accueil des universités inférieure aux effectifs, le problème de ressources humaines et l'insuffisance de ressources financières. Il y a beaucoup d'élèves qui frappent aux portes des universités, donc il faut développer l'accès. Il y a le défi du financement. Le gouvernement dépense beaucoup pour l'éducation, mais la part qui revient à l'enseignement supérieur est insuffisante. Donc il faudrait rééquilibrer un peu les budgets. Il y a le défi de l'efficacité interne et le défi de l'efficacité externe, à savoir l'employabilité des jeunes. Parrain de cette rentrée des programmes d'activité de l'ASCAD, le président du Sénat, Jano Aousou-Kouadio, voit dans cette académie un creuset de talent et l'espoir pour l'avenir. Je voudrais vraiment remercier les académiciens et les encourager à apporter leurs réflexions, leurs sciences pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons décloisonné les relations entre les institutions, tout est décloisonné. Nous avons travaillé en synergie pour notre pays. Après le Goli l'année précédente, c'est le Tourou, une tradition originaire du Haut-Sassandra, qui fait son admission au palmarès de l'ASCAD. On en arrive à notre dossier Éco Plus. On évoque ce soir la lutte contre l'exportation illicite de l'anacarde vers les pays limitrophes. Comment stopper la fuite du cajou? Nous irons pour cela dans le district du Zanzan, où ce phénomène est une réalité. Lors des précédentes campagnes, des milliers de tonnes de cajou ont franchi illégalement notre frontière, causant ainsi un lourd préjudice à l'économie nationale. Pour y mettre fin, les acteurs locaux se sont organisés avec le soutien des forces de sécurité. La vigilance s'accentue aux frontières. Mais quels sont les résultats sur le terrain? L'élément de réponse dans ce dossier signé Mama Traoré. Cet après-midi, les entrepôts de cette coopérative sont bondés de sacs de noix de cajou. Des centaines de tonnes entassées, d'autres en cours de séchage et de triage. Des signes évidents d'une campagne de commercialisation dense à Bondoukou, l'une des plus grandes villes productrices d'anacarde en Côte d'Ivoire. Pourtant, peu évident d'assister à de telles scènes lors des précédentes saisons. Les autres années, quand on commence une campagne comme ça, on ne peut rien faire, on ne peut pas gagner bon produit. Tous les bons produits sortent. Mais cette année, grâce à leur soutien, ça va. À Bondoukou, ça va. Ça va à Bondoukou, comme dans toute la région du Gontougo et dans le district du Zanzan. Cette partie est du pays, qui constitue une zone frontalière, était jusque-là le cœur de la fuite du cajou vers les pays voisins. Par le passé, des acheteurs véreux proposaient des prix bord-champ plus alléchants aux producteurs, au détriment du marché local. Face aux préjudices subis, le groupement d'intérêt économique des acheteurs et producteurs d'anacarde du Zanzan sonne la révolte. À la veille de la campagne 2022-2023, plusieurs actions de sensibilisation sont menées. La lutte nous a permis de, en tout cas, capter beaucoup de produits de nos producteurs. Parce qu'on avait en face de nous les trafiquants qui venaient même parfois lutter avec nous sur le terrain. Si toi tu vas, tu leur proposes un prix qui est bas et ils viennent proposer un prix qui est haut, vu qu'eux ne passent pas par la voie légale. Mais cette année, les prix ont été homologués et je pense que ça a permis à tout le monde, et surtout à la coopérative, d'avoir en tout cas tous ces planteurs réunis qui veulent forcément passer par la coopérative pour pouvoir vendre. Avec le soutien des forces de sécurité, des traques sont menées de nuit comme de jour. Des gendarmes dotés de moyens de mobilité et équipés de drones veillent au grain. Avec ce dispositif dissuasif, difficile pour les trafiquants de charger des tonnes de produits dans de gros camions pour franchir la frontière. Recours donc aux engins à 3 roues pour emprunter des pistes rurales pour allier la frontière. Là également, la vigilance a fait ses preuves, plus de 100 tonnes de cajou saisies. De 2021, dont nous étions à 37 000 tonnes, 2022, le Gontougo a fait près de 80 000 tonnes. Et le Bunkani 2021, qui était à 23 000 tonnes, aujourd'hui est à 51 000 tonnes. Tous cumulés,
qui est le district du Zanzan, de 60 000 tonnes, aujourd'hui se retrouve à 135 000 tonnes. Mettre fin à la fuite du cajou, c'est garantir la disponibilité de la matière première, à la fois pour les exportateurs et pour les usines de transformation. Quant aux producteurs, l'abondance des noix sur le marché local entraîne une hausse des prix borchamps, passant de 305 francs CFA le kilogramme, comme fixé par le gouvernement, à 400 francs CFA le kilogramme. Là, comparé l'année dernière, à cette période, au niveau d'Abidjan, on était à 400 tonnes. On était à 400 tonnes. Et cette année, on est à 1000 tonnes. Il faut dire que ça a favorisé les choses. La lutte contre le transfert illégal des produits a aussi une incidence sur la qualité des fèves. Ce qui a été l'avantage, c'est que ça nous a permis de pouvoir s'adapter à cette manière de faire que nos frères de l'autre côté font. C'est-à-dire qu'ils traitent le produit d'abord avant de l'évacuer. En temps, les gens qui vont de l'autre côté avaient donné l'impression à nos différents producteurs que même le produit mouillé, on pouvait même l'acheter comme ça. En temps, les gens envoyaient de l'autre côté pour pouvoir traiter. Donc cette manière de faire là, on l'a adoptée. Cette année, je peux dire que ce qui a permis même à Bonoukou de pouvoir retrouver sa qualité d'antan. La main-d'œuvre locale, elle aussi, s'en tire à bon compte. Dans des entrepôts de coopératives, une prime journalière de 2000 francs CFA est proposée aux femmes chargées du tri. Une opportunité qui ne se présenterait pas quand des quantités importantes se retrouvent de l'autre côté de la frontière. Ça nous allons passer si ça va dans notre pays. En tout cas, il n'y a pas un peu de boulot pour nous. Quand ça va à Abidjan, on trouve mieux le travail, on peut travailler. Il y a un peu de boulot pour faire. Si le produit reste en Côte d'Ivoire ici, ça nous arrange aussi. Ça nous permet de travailler. Pour moi, en tout cas, je garde un peu pour qu'après Anakada, je puisse prendre ça pour vendre, pour faire une petite commerce à côté. Pour cette première année de lutte drastique contre la fuite illégale des noix de cajou vers les pays limitrophes, les acteurs semblent avoir gagné la bataille. Reste à maintenir le cap sur la durée avec un soutien plus accru de l'État. Il faut stopper la fuite du cajou et c'était le dossier EcoPlus réalisé par Mama Traoré. Et les femmes s'affirment et s'affichent de très belle manière dans le secteur du vivrier. L'université Jean-Laurent Guédé de Daloa, structure à vocation agroforestière, en collaboration avec la coopérative Coadou, a organisé la 2e édition de la journée agricole et c'était à Saint-Fra, dans la région de la Maraoué. Et lors de cette édition, elle a été marquée par la formation de ces braves femmes. Elles sont au nombre de 150. Ces femmes du vivrier ont été formées par les enseignants-chercheurs. Nous expliquent nos reporters Evelyne Yobo et Didier Nguessan. Augmenter la production du vivrier et du maraîcher dans la région de la Maraoué grâce à la recherche agronomique. Les résultats de cette recherche avec les semences améliorées pourront multiplier les productions sur une même surface. 150 femmes issues d'une trentaine d'associations agricoles sont formées aux bonnes pratiques agricoles. La cérémonie qui nous réunit ce matin à Saint-Fra est une initiative de la coopérative Coadou qui a bien voulu que les enseignants chercheurs de l'ULUS Université que j'ai l'honneur de diriger viennent les former, les informer sur la recherche, sur ce que la recherche peut apporter à leur secteur, c'est-à-dire le secteur du vivrier. Pour les autorités administratives, cette célébration est une réponse au défi de l'autosuffisance alimentaire. Je suis tellement heureux parce qu'aujourd'hui l'université se déplace vers nous. Cette importante rencontre qui est à sa 2e édition montre combien de fois les acteurs agricoles attendent beaucoup de l'implication des chercheurs universitaires que vous êtes. Conscient que cette journée améliorera la recherche agronomique de la production vivrière et maraîchère de la zone de la Maraoué, comme dans tout le pays, ainsi permettra aux agriculteurs d'améliorer également leurs différentes productions. C'est pourquoi le ministre d'État, Kobina Kwasi Adjumani, accorde son soutien indéfectible à cette journée. Les organisateurs ont offert à ces femmes du matériel agricole, notamment des brouettes, des arrosoirs, des pets-bottes, des pulvérisateurs.
Pour une meilleure structuration de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique a fait réaliser une étude. Les résultats ont été présentés au siège de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et c'était en présence du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly. La phase pilote d'assainissement de l'affichage urbain débutera dès janvier 2023, nous rapporte Grace Kando. L'implantation anarchique dans la pose des panneaux publicitaires, le non-reversement à temps réel des recouvrements perçus par les régies, le déficit de collaboration entre le ministère et les entités décentralisées, autant de difficultés qui ont amené le ministère de la Communication et de l'Économie numérique à réaliser une étude sur la réorganisation et la modernisation de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. Les résultats de cette œuvre ont été présentés aux collectivités territoriales et aux afficheurs. Nous avons pris un échantillonnage de 53 axes pilotes au niveau du district autonome d'Abidjan et de Grand Bassam. Ces axes ont fait l'objet d'une étude de valorisation qui va permettre aussi bien aux collectivités qu'aux entreprises communément appelées régies de pouvoir mieux se structurer, de pouvoir mieux utiliser ces espaces conformément à la réglementation. Désormais, pour pouvoir afficher, il faut être d'abord agréé. Pour le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, les panneaux publicitaires présentent de nombreux avantages pour les communes. En réalité, les panneaux que nous avons dans nos cités constituent pour nous d'importantes recettes et améliorent notre trésorerie. C'est une manne financière qui représente une proportion importante, allant de 5 à 10, voire 15% des recettes propres de nos communes. Au terme de la réorganisation, que nous ayons un environnement assaini pour que la publicité qui constitue une manne financière constitue aussi un élément essentiel de l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. À présent, nous disposons d'une méthodologie claire de gestion, de modernisation, de délivrance d'autorisations liées à l'affichage publicitaire. La mise en œuvre des nouvelles dispositions qui en découlent par toutes les parties contribuera à n'en point douter à l'assainissement du paysage urbain, tout en préservant les intérêts de toutes les parties prenantes par le respect des dispositions réglementaires et la sécurisation des investissements. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique se dit prêt à accompagner les communes dans la mise en œuvre de cette nouvelle méthodologie de travail. Pour ce faire, des kits numériques constitués entre autres d'ordinateurs de bureau, d'imprimantes couleurs multifonctions et une tablette leur ont été remis. Au chapitre religion de ce 21, on évoque le séminaire bilan de la Direction générale des cultes et le commissariat du Hadj. Il s'agit donc pour les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, qui est le 5e pilier de l'islam, de faire le bilan de l'organisation de l'édition 2022. Il s'agit également d'identifier les faiblesses et les points critiques afin d'améliorer l'édition 2023, nous dit Pagasoro Kone Demandonji. La Direction générale des cultes, le commissariat du Hadj, les opérateurs privés, les structures d'assistance aéroportuaire et l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du Hadj entendent améliorer l'édition 2023 du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Un engagement pris à l'occasion de l'ouverture du séminaire bilan du Hadj 2022 autour de la problématique quelle réforme structurelle pour une meilleure synergie d'action dans l'organisation du Hadj. C'est peu de rappeler que le Hadj 2022 s'est déroulé dans un contexte général difficile. Malgré cet environnement difficile, marqué par quelques incidents au cours de la phase aller et un délai d'exécution particulièrement tenu, la mission Hadj a pu relever tous les défis. Pour le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, des efforts doivent être fournis à tous les niveaux pour une organisation plus sérieuse et plus responsable du Hadj en Côte d'Ivoire. Nous avons été plusieurs fois interpellés par les membres de notre communauté qui veulent avoir, à juste titre, une explication.
nous avons le devoir de la leur donner, car nous estimons que cette demande est juste et légitime. Nous devons dès lors analyser avec rigueur les causes de ces dysfonctionnements majeurs afin d'éviter de le reproduire pour les éditions à venir. Les propos du guide suprême de la communauté musulmane soutenus par le consul général de Côte d'Ivoire à Djeddah. Je pense que ce séminaire vise à déballer sur toutes les questions qui ont présenté des dysfonctionnements afin de trouver des solutions idoines. Le Hajj de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui cité en exemple. Nous n'avons donc pas droit à l'erreur. Ce séminaire bilan a bénéficié du soutien de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Au cours de l'agencement des activités, certains dysfonctionnements déplorables ont été rapportés. Reconnus par les autorités saoudiennes en matière d'organisation du Hajj, la Côte d'Ivoire se doit de mériter ce rang, mieux l'améliorer. Rappelons que cette année, ce sont au total 4 527 candidats, dont 2 942 du contingent étatique et 1 585 des opérateurs privés qui ont accompli le Hajj, 5e pilier de l'islam. Et vous le savez, la révision de la liste électorale a pris fin aujourd'hui, mardi 20 décembre. Elle a été lancée le 19 novembre dernier par la commission électorale indépendante. L'opération prévue s'achever le 10 décembre dernier a été finalement prorogée jusqu'à ce mardi 20 décembre, une date qui marque donc la fin de l'opération sur toute l'étendue du territoire. Et hier, lundi, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a réuni ses militants au Sofitel Hôtel Ivoire pour une grande réunion d'information. La rencontre a porté sur le mode de désignation des candidats du parti aux élections locales et dans l'ensemble, le processus de sélection des candidats, selon les premiers responsables, obéit à 4 principes généraux, à savoir la transparence, la cohésion, la discipline et la solidarité. L'objectif clairement affiché par le RHDP, c'est-à-dire 0 candidature indépendante, nous explique Sidonie Davila. Le RHDP se prépare pour les élections locales de 2023. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix s'est taillé la majorité des sièges aux élections locales de 2018. 23 sur 31 conseils régionaux et 147 sur 201 sièges pour les communes. Pour conforter cette majorité, le parti met en place un dispositif pour la désignation des candidats. Par rapport au choix des candidats, nous avons donc la commission centrale d'arbitrage et les commissions régionales d'arbitrage. La commission centrale a pour mission d'arbitrer les candidatures pour les communes chefs-lieux de région, à l'exception bien sûr des communes de Boaké, Korogo et Amsokro, et également de valider les délibérations qui sont issues des commissions régionales d'arbitrage qui elles-mêmes sont supervisées par des superviseurs. Un dispositif de sélection basé sur 4 principaux critères avec un objectif visé. 0 candidature indépendante. Premièrement, de la transparence, pour ne pas dire de la translucidité dans le choix des candidats. De la cohésion, de la discipline, j'espère que nous nous comprenons, et de la solidarité entre nous. Je voudrais donc exhorter les commissions régionales d'arbitrage à privilégier l'intérêt supérieur du parti lors de leur délibération. Cette grande rencontre qui rassemble tous les dignitaires du parti en vue de la désignation des différents candidats pour les échéances à venir est une première dans l'histoire de ce parti. Je sais que vous êtes nombreux, militants et cadres du parti, à vous poser la question de savoir pourquoi le parti ouvre si tôt son processus de sélection des candidatures alors même que le gouvernement n'a pas encore fixé le calendrier électoral. La réponse est bien simple. Le RHDP est un parti d'avant-garde conduit par le leadership visionnaire du président Alassane Ouattara.
Et le président a instruit le directoire d'anticiper et de préparer avec minutie toutes les échéances politiques pour nous permettre d'aller au-delà de nos acquis et préparer l'avenir. Les élections locales à venir doivent confirmer l'ancrage territorial de notre grand parti. Elles doivent consolider le bilan remarquable du président de la République à la tête de notre beau pays. Jusqu'au 20 janvier prochain, tous les candidats du RHDP seront connus. Et malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La Côte d'Ivoire vient de perdre l'un de ses illustres fils. Le journaliste émérite Jésus Kwasi Yoboué, grand nom de la télévision ivoirienne, a quitté le monde des vivants. Jésus Kwasi Yoboué est décédé la nuit dernière des suites d'une longue maladie. La rédaction de RTI1 rend hommage à cette grande figure du journaliste en Côte d'Ivoire. Serge Pacom Didi et Serge Kolia. Bonsoir. Je suis particulièrement heureux de saluer les téléspectateurs de France qui nous reçoivent en direct ce soir pour ce journal. Je voudrais leur dire que, à cause du caractère quelque peu spécial du journal de ce soir, nous nous attacherons à leur montrer plutôt des aspects. Il faisait partie de la génération dorée des mythiques journalistes de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Jésus Kwasi Yoboué, présentateur de charme, grand nom de la télévision ivoirienne, a tiré sa révérence dans la nuit du lundi 19 décembre 2022, des suites d'une longue maladie. Jésus Kwasi Yoboué, ce sont de nombreux et beaux souvenirs sur les plateaux de la RTI, le journal télévisé, le grand journal, 10/10, Planète, des émissions qui lui ont permis de se faire un nom. Pour son dernier numéro de 1985, 10 sur 10 a enquêté sur la voyance. Astrid, une célèbre voyante de Paris, est notre invitée. Après la RTI, Jésus Kwasi Yoboué a été conseiller spécial du président de la République Henri Konan Bédié de 1993 à 1999. On attend aussi des investissements. La vie. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Ne décrochez pas. Fatima Guégué vous donne rendez-vous pour le débat sur RTI1. Ce sera tout à l'heure et le thème est embargo sur les produits issus de la déforestation. Les victimes sont-elles devenues les bourreaux? Voulez-vous en savoir davantage? Restez sur RTI1. Très belle soirée. Je vous retrouve demain à la même heure sur ce même plateau.